Bonjour à toutes et à tous, bonjour et surtout bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler d'agriculture et plus précisément de patates et de biotechnologie. Alors, tout d'abord j'aimerais juste remettre un petit peu de contexte dans le cadre général des productions agricoles, juste pour voir ensemble qu'est-ce que c'est une production agricole. Production agricole, c'est au centre une plante. On produit une plante pour la consommer ou soit pour la donner au bétail. Cette plante, elle va être en relation avec plein d'éléments. Des éléments tels que le climat ou le sol sur lequel elle pousse, qu'on va appeler des éléments abiotiques, et des éléments biotiques, comme la présence de maladies, la présence de ravageurs, d'insectes qui vont venir manger la culture. Face à ces éléments, biotiques, abiotiques, l'agriculteur peut prendre toute une série de décisions, de pratiques agricoles, peut décider de labourer ou de ne pas labourer, par exemple. Donc la plante va aussi être sujette aux décisions de l'agriculteur. L'agriculteur peut également décider d'appliquer ce qu'on va appeler des intrants. Des intrants, c'est quelque chose qu'on va rajouter sur notre parcelle agricole. Ça peut être des engrais pour faire mieux pousser la plante, ça peut également être des pesticides, par exemple pour contrer la présence de ravageurs, la présence de maladies, comme on le voit ici. Un dernier élément qui est peut-être un petit peu plus lointain, mais qui est également important, c'est la présence d'un consommateur. Le consommateur a des envies, a des attentes, et vont influencer le choix de la culture qui va être mise par l'agriculteur. Et donc on a là un système avec plein d'interactions vis-à-vis de notre culture principale, mais aussi des interactions entre les différents facteurs. Par exemple, le consommateur ici peut influencer les pratiques agricoles de l'agriculteur en disant « je ne veux plus de telle ou telle pratique ». Le temps, ici, peut influencer la présence ou pas d'un pathogène. De nouveau, donc, un système fort complexe, avec plein d'interactions. Et ici, on va se focaliser sur un élément de notre système, et ça va être la plante. Plus particulièrement, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de sélection variétale, d'amélioration végétale, c'est-à-dire le processus par lequel nous, les humains, nous sélectionnons les plantes et nous les améliorons pour qu'elles soient plus aptes à pousser dans notre système agricole tel qu'on l'a défini ici. Plus apte, ça peut dire différentes choses. Ça peut dire par exemple un meilleur goût pour plaire aux consommateurs. Ça peut dire une plante qui va répondre mieux aux pratiques agricoles, qui va consommer moins d'engrais, qui va être résistante à des maladies. Et donc là, la plante, de nouveau, qui se trouve au milieu de notre système, on peut essayer de la sélectionner, de l'améliorer, de manière à ce qu'elle soit plus adaptée au système dans lequel elle se trouve. Et pour ça, on va pouvoir employer plusieurs techniques. Et c'est ça qu'on va voir dans cette capsule. On va parler de ces différentes techniques, et notamment toute une série de techniques dont vous avez déjà entendu parler. Vous avez peut-être un a priori sur ces techniques. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement, je vais vous expliquer les différentes techniques de manière très simplifiée, mais de manière scientifique, pour que vous sachiez de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de croisement, quand on parle de mutagénèse, quand on parle de transgénèse, et un dernier terme plus récent, ici, édition du génome. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire quelques petits rappels, pour être sûr de nouveau qu'on parle bien de la même chose et que vous ayez en tête les concepts principaux qu'il va falloir pour comprendre la présentation. Premier concept, le concept de l'ADN. Normalement, c'est quelque chose que vous avez vu dans votre cours de sciences. Tous les êtres vivants contiennent de l'ADN. L'ADN, ce sont des molécules qui contiennent le plan de construction des êtres vivants. L'ADN est le même dans une plante de maïs, dans un homme, dans une tortue ou dans une bactérie. Fondamentalement, ce sont les mêmes blocs qui sont agencés différemment, on va avoir des gènes différents, mais l'ADN fondamentalement est le même au travers de tous les êtres vivants. L'ADN produit des protéines, de nouveau qui sont des molécules complexes qui vont avoir toute une série de rôles dans la cellule, dans notre organisme. Ce sont les outils qui permettent de construire un organisme, c'est la machinerie quelque part, si vous voulez, de notre organisme. Et donc, l'ensemble des protéines va permettre de faire fonctionner l'individu et donc va permettre de faire fonctionner la plante. Si on a de l'ADN qui va être différent, on va avoir des protéines légèrement différentes, on va donc avoir une plante qui va être légèrement
différentes. Premier concept, premier rappel. Deuxième rappel, qui est lié à celui-là, c'est l'hérédité. L'hérédité, de nouveau, c'est sans doute un concept que vous avez déjà vu lors de vos cours de sciences. L'hérédité, c'est le processus par lequel on va transmettre son ADN à ses descendants. Prenons ici un exemple. Nous avons deux individus, et ici, en fait, on regarde à chaque fois un gène de chacun des individus. Le premier individu a un gène ici, dont il a deux copies. La plupart, les hommes ont deux copies de chaque gène, nous sommes diploïdes, et toute une série de plantes également ont aussi deux copies de chacun des gènes. On va avoir deux individus donc, un blanc, qui va avoir deux gènes blancs. Ces deux gènes blancs ici vont s'exprimer et vont créer un trait blanc. Donc cet individu-ci sera blanc parce qu'il a deux fois le gène blanc. L'autre individu a deux fois le gène rouge, il sera donc rouge. Dans ce cas-ci, on va parler d'un individu homozygote. Homo, ils ont les mêmes copies des gènes pour chacun de leurs gènes. Qu'est-ce qui se passe si on croise ces deux individus? Eh bien, si on les croise, rappelez-vous, quand on fait un croisement, c'est-à-dire qu'on fait le processus de fécondation, chez l'homme, on va avoir formation des spermatozoïdes, des ovules, et les spermatozoïdes et les ovules ne vont contenir qu'une copie de chacun de nos gènes, copie qui va être prise de manière aléatoire. Dans le cas où on a deux copies blanches, ben forcément, on a pris un blanc. Dans le cas où on a deux copies rouges, on a pris une copie rouge. Et donc, si on croise ici deux homozygotes, on va prendre d'un côté une copie blanche et de l'autre côté une copie rouge. Et donc, dans ce cas-ci, on va avoir soit une descendance qui va avoir des gènes blanc-rouge, soit rouge-blanc, en fonction de quelle copie a été prise à quel endroit. Et dans ce cas-là, en termes de traits, on peut avoir un petit peu de variation. Soit le blanc-rouge ici va donner du blanc, ça c'est le cas où le gène blanc est dominant par rapport au gène rouge. On va avoir un individu qui va être rouge si le gène rouge est dominant. Et si aucun des deux n'est dominant, on va alors avoir quelque chose entre les deux ici, donc un trait qui va être rose. Dans ce cas-ci, ce qu'on a, on a donc une descendance qui est homogène, donc ils sont tous les mêmes, et ils sont tous hétérozygotes. Tous les descendants de ces deux parents-ci vont avoir un rouge et un blanc. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on recroise ces descendants, et donc on fait une génération en plus? Eh bien dans ce cas-là, on crée beaucoup de diversité. Parce que dans ce cas-là, chacun ici de nos descendants peut donner soit un rouge, soit un blanc. Et donc imaginons que celui-ci ait donné un rouge et celui-ci ait donné un rouge. On va donc avoir une descendance ici, donc une seconde génération, avec un individu qui va être rouge-rouge. On peut avoir de la même façon des individus blanc-blanc, ou aussi des individus blanc-rouge, ou des individus rouge-blanc. Et donc ici, on recrée la deuxième génération. On a toujours les mêmes combinaisons de gènes ici, mais les proportions de notre population vont changer. Notre population ici n'est plus homogène. Alors il y a un autre concept que j'aimerais mettre en avant, c'est le concept de mutation. Alors les mutations, c'est quelque chose qui apparaît de manière naturelle lorsqu'on copie des gènes. Donc on copie les gènes notamment lorsqu'on produit les zygotes, donc lorsqu'on produit des spermatozoïdes ou des ovules, et lorsqu'on fait ces copies, on peut faire des erreurs. Imaginez, vous prenez Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est un gros livre, et vous décidez de le copier. Avec la meilleure volonté du monde, il y a de grandes chances que vous fassiez des erreurs. À certains endroits, vous vous trompiez dans votre copie. Eh bien, c'est la même chose pour les gènes. Naturellement, la machinerie qui va copier les gènes va faire des erreurs. Et donc, on estime, par exemple, que chez le maïs, on va avoir, en général, sur l'ensemble du génome, une vingtaine de mutations par génération. Ces mutations, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont créer des nouvelles versions des gènes. Donc ici, au lieu d'avoir une version rouge, on a maintenant une version ici orange pâle. Et cette version orange pâle va donner lieu à de nouveaux traits. Parfois, ça ne donne pas lieu à des nouveaux traits. Parfois oui, parfois non. Ici, disons que oui. Et donc, on a de nouveaux traits qui vont apparaître. Si on refait de nouveau notre multiplication ici pour avoir une génération en plus, eh bien, on va voir ici que cette mutation va se transmettre dans la population et donc ça crée de la variation. De nouveau, c'est un phénomène naturel qui arrive tout le temps. Voilà pour les rappels. Revenons donc sur notre problème initial, qui est notre problème de sélection. Et pour ça, j'aimerais
parler d'un exemple bien concret. Ça va être l'exemple du mildiou. Le mildiou, c'est une maladie, c'est un champignon qui va attaquer plusieurs plantes, la patate, la tomate et la vigne, par exemple. Ici, on va prendre l'exemple de la patate. Comment ça fonctionne? Eh bien, si on a une culture de pommes de terre et qu'il pleut, et vous savez bien, en Belgique, il pleut beaucoup, fréquemment, eh bien, il va y avoir multiplication du mildiou. Le mildiou a naturellement des spores qui sont présents dans le sol, et spécialement sur nos terres agricoles. Et donc, à chaque fois qu'il pleut, le mildiou se multiplie. Si on ne fait rien, après 4 pluies, nos patates sont toutes mortes. Et donc, que fait l'agriculteur? Ici, si on est dans un système d'agriculture conventionnelle, l'agriculteur va pulvériser un fongicide pour tuer ici le mildiou et l'empêcher de tuer la culture, de tuer la patate. Il faut savoir que, de manière générale, les agriculteurs pulvérisent plus de 10 fois par an, simplement parce qu'en fait, il pleut souvent chez nous, et donc pour protéger la culture, ils vont pulvériser globalement à chaque fois qu'il pleut. Qu'est-ce qui se passe en agriculture biologique? Eh bien, globalement la même chose. Il pleut, le mildiou se multiplie, et en agriculture biologique, qu'est-ce qu'on fait quand le mildiou arrive? Eh bien, on pulvérise également. On n'est plus ici avec un fongicide de synthèse, on est avec un fongicide minéral, on pulvérise du cuivre, mais ça reste un fongicide qui va par exemple s'accumuler dans les sols, et de nouveau, on va pulvériser une dizaine de fois par an. Ici, ce serait quand même sympa si on pouvait se débarrasser de ces deux fongicides, tant en conventionnel qu'en bio. Et pour ça, ce qui serait bien, ce serait d'avoir des patates qui soient du coup résistantes au mildiou. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire, et on va essayer de le faire avec nos différentes techniques ici, de nouveau, les croisements, la mutagénèse, la transgénèse et l'édition du génome, et je vais vous montrer à chaque fois ce que ça implique. On commence avec les croisements. Les croisements, c'est une technique qui est employée depuis l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire depuis il y a plus de 10 000 ans. Et la plupart des fruits et des légumes, même des animaux qu'on mange, sont issus de sélection via des croisements. Sélection artificielle via des croisements. Comment ça fonctionne un croisement? Imaginons que nous avons une variété de patates qu'on aime bien, qui fait des bonnes frites. Ce sont des plants qui sont grands, qui sont beaux, mais qui malheureusement sont susceptibles au mildiou. Et donc dès qu'il pleut, on doit pulvériser. À côté de ça, heureusement, on a une patate ici qui est résistante au mildiou. Malheureusement, cette patate, elle est petite et elle est moche et fait des mauvaises frites. Et donc cette patate-là, personne n'en veut. Le consommateur ne veut pas, les producteurs de frites n'en veulent pas, ce qu'ils veulent, c'est notre patate ici, à gauche. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va croiser ces deux patates. On les croise, et donc quand on croise deux individus, eh bien, on mélange complètement leurs deux génomes. Et donc on va arriver avec une grande variation ici d'individus et qui vont être complètement différents ici des deux parents. Par contre, on va peut-être retrouver dans les descendances ici, on va avoir certains de nos plants qui vont être résistants. Ils vont être résistants, mais de nouveau, comme je l'ai dit, ils ne seront plus grands et beaux, vu qu'on a fait un mélange entre le grand et beau et le petit et moche, et donc dans ce cas-ci, on va dire qu'ils seront moyens. Et donc dans ce cas-ci, on n'a toujours pas ce qu'on veut. Ces patates-ci, le consommateur n'en veut toujours pas, le producteur de frites n'en veut toujours pas. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on va prendre ces patates et on va les recroiser avec notre individu grand et beau. C'est ce qui s'appelle du back cross. Donc on recroise ici notre nouvelle variété, qui n'est pas terrible, mais qui est résistante, avec notre grand beau susceptible. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on va avoir de plus en plus des traits du grand beau qui vont apparaître dans notre descendance. Et donc ici, on va avoir toujours des individus qui sont résistants, mais qui vont avoir des traits qui sont de plus en plus grands et beaux plutôt que petits et moches. Et on va recommencer ce processus sur plusieurs générations, et au fur et à mesure, on va avoir une descendance qui va ressembler de plus en plus à notre individu de base, notre individu grand beau, sauf que maintenant il n'est plus grand beau susceptible, il est grand beau et résistant. Attention ici, on n'arrive jamais à exactement le même individu. Pourquoi? Parce que de nouveau, on a tout remélangé. On a remélangé tous les gènes, des gènes, il y en a des milliers,
Et donc pour retourner exactement au grand beau, mais qui soit en même temps résistant, avec cette technique-ci, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Dans les faits, aujourd'hui, les variétés qui sont résistantes ne sont pas forcément les variétés qui sont préférées par les producteurs de fruits ou les consommateurs. Alors les croisements, donc comme j'ai dit, c'est une technique qui est employée depuis la naissance de l'agriculture. On l'emploie depuis 10 000 ans et ça nous a permis, nous les humains, de créer toute une série de nouvelles variétés. Il faut bien avoir en tête que la plupart des plantes qu'on mange aujourd'hui n'existent pas dans la nature. Ce sont des plantes dont on a pris des individus sauvages qu'on a améliorés au travers de la sélection, au travers de centaines de milliers, de dizaines de milliers d'années pour arriver aux plantes qu'on connaît aujourd'hui. Prenons l'exemple ici de la moutarde sauvage. La moutarde sauvage, on en trouve sur les bords des champs chez nous. C'est une plante qui n'est pas très intéressante d'un point de vue gustatif ou culinaire. Mais cette moutarde a été sélectionnée de nouveau depuis des centaines d'années et on l'a sélectionnée dans différentes directions, si bien qu'on a créé toute une série de plantes que vous connaissez aujourd'hui. On a créé le choucal en sélectionnant des feuilles de plus en plus grandes. On a sélectionné le chou vert en créant des grandes feuilles et une tige qui va rester très courte de manière à faire une pomme. On a créé également les choux-fleurs. Dans ce cas-ci, on n'a pas sélectionné la feuille, mais on a sélectionné la fleur pour faire un gros bourgeon terminal qu'on va consommer. On a créé également les choux de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, dans ce cas-ci, on n'a pas sélectionné pour avoir une pomme ici sur le bourgeon terminal, mais pour avoir toute une série de petits choux qui apparaissent sur le côté. On a sélectionné également la moutarde pour avoir le chou rave. Le chou rave, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné un épaississement de la tige. Je le répète, ces 5 exemples ici n'existent pas dans la nature. C'est la même espèce, mais qui a été sélectionnée pour faire des variétés différentes, mais c'est la même espèce à chaque fois que notre moutarde sauvage ici. La sélection permet donc d'améliorer les variétés, c'est ce qu'on vient de voir avec l'amélioration ici de nos patates qui résistent au mildiou, mais également de créer de nouvelles variétés, et ça c'est surtout de par le passé. Alors un autre concept que j'aimerais bien mettre en avant ici, c'est le concept d'hétérosis ou de vigueur hybride. C'est un concept qui est employé chez certaines plantes. Ce n'est pas présent dans toutes les espèces, c'est présent chez certaines espèces, et c'est présent par exemple chez le maïs. Ce concept, c'est quoi? C'est si on prend 2 parents qui sont pas terribles. Ils sont bien, mais ce ne sont pas les plus productifs, ce ne sont pas les meilleures plantes. Mais ce sont des parents qui sont ici homozygotes. Ce qui se passe, si on croise ces 2 parents, on va avoir un hétérozygote. Et le phénomène de vigueur hybride, c'est ce qui se passe quand notre hétérozygote ici, notre hybride, donc l'hybride entre les 2 parents ici, eh bien notre hybride est plus productif, est plus grand. C'est le cas chez le maïs. Chez le maïs, quand on a des hétérozygotes, ils sont plus grands, ils sont plus robustes, ils sont plus productifs. C'est un phénomène naturel. Voilà, c'est comme ça, ce n'est pas l'homme qui a inventé ça, c'est un phénomène qui apparaît naturellement, qui n'est pas extrêmement bien compris encore dans la communauté scientifique, mais c'est un phénomène qui est là chez certaines plantes. C'est le cas chez le maïs, ce n'est pas le cas par exemple chez le blé ou chez le riz. Le souci avec ici ce phénomène de vigueur hybride, c'est que donc on a nos hétérozygotes qui sont grands et beaux, c'est super. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on multiplie ces hétérozygotes? Eh bien, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'on multiplie un hétérozygote, on va avoir une population qui va être ici très hétérogène, parce que dans notre population, on va retrouver des hétérozygotes qui vont de nouveau être grands et beaux, mais aussi on va retrouver une proportion non négligeable, en général la moitié, de nos plantes qui en fait ne sont pas terribles, parce que ce sont des plantes qui sont ici homozygotes, soit tous des rouges, soit tous des blancs. Pour créer des variétés hybrides et profiter du phénomène d'hétérosis, il faut maintenir en fait des variétés ici homozygotes, et il faut chaque année recroiser nos variétés ici homozygotes pour refaire ici cet hybride. Voilà, ça c'était juste de nouveau un autre concept qui est très employé en agriculture simplement parce que ça permet d'avoir des plantes plus vigoureuses, c'est le concept d'hétérosis et de vigueur hybride. Passons maintenant à la mutagénèse. La mutagénèse, c'est un processus qui est apparu dans les années 30 et à ce jour, on a créé près de 3000 variétés en utilisant ce processus. Comment ça marche?
Eh bien, dans ce cas-ci, donc on a toujours notre plant de patates, on revient sur les patates, grand beau susceptible, et on aimerait bien le rendre résistant. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas le croiser avec un résistant, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de plante résistante dans la population, on n'en a pas. Voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas de patates résistantes au mildiou. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bombarder notre plant de patates, soit avec des produits chimiques, soit avec des rayons X qui vont entraîner des mutations dans le génome de notre plante. Donc de nouveau, les mutations arrivent normalement à un taux qui est très faible. Ici, on augmente artificiellement ce taux de mutation avec des rayons ou avec des produits chimiques. D'où le nom mutagénèse, on crée vraiment des mutations. Ces mutations, on ne sait pas où elles sont. Donc elles vont se mettre un petit peu partout dans notre génome, donc elles vont être sur certains gènes, elles vont prendre toute une série de formes différentes. On ne contrôle pas les endroits où ces mutations vont arriver. On appelle aussi ces techniques la mutagénèse aléatoire. Par contre, avec un peu de chance, dans nos descendants, ce qu'on va avoir, on va avoir en fait, de nouveau par chance, une mutation qui se sera mise sur un gène et qui va entraîner un phénomène de résistance ici au mildiou. Et donc par hasard, dans ce cas-ci, on va avoir une plante qui va être résistante au mildiou. Ça, c'est la deuxième technique, la mutagénèse aléatoire. Donc on emploie un phénomène naturel qui est la mutation de l'ADN, mais on l'accentue, on l'amplifie énormément pour créer beaucoup plus de variations que ce qu'on aurait naturellement. Troisième technique, la transgénèse. Transgénèse, donc, c'est vraiment le terme qui est associé aux OGM, organismes génétiquement modifiés. C'est une technique qui est employée depuis les années 90. La première variété commercialisée était en 1992. Et à ce jour, il y a plus de 500 variétés, je crois, sur une grosse dizaine d'espèces différentes qui ont été créées avec cette technique de transgénèse. Comment ça fonctionne? On reprend notre grand beau susceptible ici, mais de nouveau, malheureusement, il n'existe pas de patates qui sont résistantes au mildiou. Par contre, on a remarqué qu'il y avait des tomates résistantes au mildiou. Et donc ici, on a une variété de tomates qui est résistante au mildiou. Super! Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas les croiser. On ne peut pas croiser de tomates avec des patates. Ce sont des espèces différentes, on ne peut pas les croiser ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va employer de nouveau un processus naturel qu'on a détourné pour l'employer ici dans un cadre d'amélioration. On emploie une bactérie ici qu'on appelle Agrobacterium tumefaciens. Cette bactérie, on va mettre dedans le gène ici de résistance. Donc on prend notre gène ici de tomate, ce n'est pas un gène de patate, c'est un gène de tomate. On le met dans notre bactérie et puis on va mettre notre bactérie, on va la mettre sur notre plant de patate. Et ce qui se passe de nouveau, c'est un phénomène naturel. La bactérie va insérer en fait ce gène-ci dans le génome de la patate. Ça ne marche pas toujours. Il y a plein de cas ici où ça ne va pas marcher. Le gène ne va pas s'insérer pour toute une série de raisons. De nouveau, ici, je reste relativement simple dans mes explications. Mais parfois, ce gène va s'insérer, comme c'est le cas ici. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va avoir, on va avoir notre plant de patate avec son génome qui reste globalement identique à notre grand beau susceptible, mais il a un gène en plus qui est ici le gène de résistance. Et donc notre grand beau susceptible est tout d'un coup devenu grand beau résistant. Alors ici, il y a une différence majeure avec les deux techniques précédentes, c'est qu'on doit connaître le gène ici responsable de la résistance. On doit connaître le gène, on doit l'avoir identifié pour pouvoir précisément transférer ce gène-là, ce qui n'est pas le cas des deux autres techniques. Dans le cas des deux autres techniques, on n'est pas obligé de savoir où se trouve le gène, on sait juste qu'il y en a un qui a la résistance, et on va essayer de le faire passer dans notre descendance. Ici, on doit connaître le gène ici pour pouvoir le mettre dans notre vecteur et pour pouvoir le transmettre dans notre nouvelle patate. Alors comme j'ai dit, il y a plus de 500 variétés qui ont été créées avec ces techniques-là aujourd'hui. Et je vais en parler de deux grands types de variétés qui ont été les premières à être mises sur le marché. La première, ce sont les variétés résistantes aux herbicides. Alors un herbicide, qu'est-ce que c'est? Un herbicide, c'est un produit qu'on met sur la culture et qui va tuer toutes les plantes. Voilà, un herbicide qu'on va appeler général va tuer toutes les plantes qui sont présentes. Alors c'est un peu embêtant, quand on fait pousser du maïs,
on a ici du tournesol qui pousse, on met notre herbicide dessus, eh bien, on a tout tué. On a tué le maïs et on a tué le tournesol. Il existe des herbicides qui sont sélectifs, qui ne vont tuer que, ici, notre tournesol, mais qui sont en général plus chers et pas forcément plus faciles à employer. Dans le cas ici de nos plants OGM, donc créés via la transgénèse, ce qui a été fait, c'est qu'on a inclus dans la plante un nouveau gène, et ce nouveau gène va conférer aux plantes la résistance à l'herbicide. Et donc maintenant, quand on met l'herbicide ici sur cette culture-ci, l'herbicide ne va tuer que les plantes qui envahissent le champ, c'est-à-dire ici nos tournesols, mais ne vont pas tuer ici nos maïs, qui contiennent un gène de résistance à l'herbicide. Donc dans ce cas-ci, on est dans un OGM qui va modifier quelque part la gestion de notre exploitation, la gestion de notre culture. Comme j'ai dit, ce sont les premiers grands OGM qui ont été créés, notablement par Monsanto et le Roundup Ready. Vous pensez bien que quand on parle de résistance à un herbicide, la firme qui va créer ces maïs résistants à un herbicide vend, bien entendu, le dit herbicide, et ça ne marchera pas avec l'herbicide qui est vendu par le voisin. Et donc ici, on est vraiment dans un canevas technologique qui est très coincé. Si on a ces plantes-ci qui sont résistantes aux herbicides, on est forcément obligé d'acheter l'herbicide qui va avec. Et la majeure partie des grandes compagnies semencières ont créé des plantes de ce type-là, donc on a Monsanto, Bayer ou Pioneer ont leurs équivalents avec des herbicides ici différents. Premier exemple. Second exemple, ça va être les OGM qui sont résistants aux insectes. Dans ce cas-ci, on ne parle plus d'une infection par du mildiou, par un champignon, mais bien par des insectes, par exemple par des chenilles. Les chenilles, il y a certaines espèces qui vont venir manger le maïs, et c'est embêtant. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'agriculteur va mettre des insecticides. Insecticides soit chimiques dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, soit des insecticides d'origine naturelle, comme ici, Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie qu'on pulvérise sur les plantes, que les ravageurs vont manger, la bactérie va rentrer dans leur système intestinal et va les faire exploser. Et donc dans ce cas-ci, donc de nouveau, c'est une bactérie qui est employée ici en agriculture bio, on la pulvérise et ça va tuer ici nos petites chenilles. Ce qui a été fait dans le cadre ici des OGM, pour avoir des OGM qui sont résistants aux insectes, c'est qu'on a intégré dans le génome ici du maïs le gène de Bacillus thuringiensis, responsable de la mort, ici, de nos insectes. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les insectes vont venir grignoter nos feuilles de maïs, les feuilles de maïs contiennent ici l'insecticide qui a été naturellement produit alors à ce moment-là par la plante, on ne doit plus pulvériser. L'insecticide est avalé par les insectes qui vont mourir. Attention, ici, ce qui est important de savoir, c'est que cet insecticide est hyper spécifique et ne va endommager qu'une espèce d'insecte bien ciblé. On est vraiment sur quelque chose d'hyper spécifique, ce n'est pas du tout dangereux pour la consommation humaine. Ce type d'OGM, on en a plusieurs, les principaux de nouveau développés par les grandes firmes Monsanto, Bayer, etc. On va avoir du coton, qu'on va appeler du coton BT, BT pour Bacillus thuringiensis. On va avoir par exemple du maïs BT. Donc de nouveau, là, ce sont des variétés commerciales produites par des grosses compagnies semencières. Mais ce n'est pas les seuls. Et j'aimerais ici vous donner un exemple pour pondérer un petit peu cette vision qui associe automatiquement les OGM, par exemple, à Monsanto. Et c'est l'exemple des aubergines BT. Les aubergines, c'est une culture importante au Bangladesh. Et c'est une culture qui, de nouveau, est fort attaquée par les ravageurs. Et donc, sur cette culture, les agriculteurs qui sont en général des petits agriculteurs, des agriculteurs familiaux, doivent pulvériser beaucoup d'insecticides pour avoir des rendements qui sont satisfaisants, qui vont leur permettre d'avoir des récoltes qu'ils vont pouvoir vendre par après. Ce qui s'est passé au Bangladesh, c'est que le gouvernement, des organisations gouvernementales, ont créé ici une aubergine BT. Donc c'est le BT brinjal, brinjal qui est le nom ici de l'aubergine au Bangladesh. Et donc on a ici des aubergines BT, des OGM, qui ont été créées par une organisation gouvernementale, qui ont été distribuées aux fermiers
Et les fermiers, on leur a dit, vous pouvez les multiplier, vous pouvez les distribuer à vos voisins. Donc vous ne devez pas racheter les graines chaque année, vous pouvez simplement les prendre, les multiplier de votre côté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Assez vite, année après année, ces variétés se sont multipliées chez les agriculteurs au Bangladesh. Il y en a maintenant de plus en plus qui adoptent ce type de variété. Et on a remarqué, donc ce sont des études récentes que j'ai référencées ici en bas, qu'on a globalement sur ces cultures-là une diminution de 40% de la quantité d'insecticides qui est mise dessus. Donc on a des environnements ici qui sont plus sains vu qu'on a moins d'insecticides. On a un rendement pour l'agriculteur qui a augmenté en moyenne de 40%. Et on a un revenu pour l'agriculteur qui a augmenté ici d'une trentaine de pourcents. Donc dans ce cas-là, on est bien sur un OGM. La même technologie qui est employée par les grosses firmes comme Monsanto, Syngenta ou Bayer, mais dans ce cas-ci qui a été employée par une organisation gouvernementale et distribuée aux agriculteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes les multiplier. Alors, dernière technique, l'édition du génome. L'édition du génome, c'est une technique extrêmement récente. Depuis 2018, cette technique, de nouveau, on reprend nos individus grands-bots susceptibles et on va prendre un nouvel outil, qui est un outil moléculaire qui s'appelle CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, ce sont des ciseaux moléculaires. Donc c'est une machinerie moléculaire qui va aller couper, transformer un gène bien spécifique. Donc de nouveau, dans ce cas-ci, on doit savoir quel gène on vise. Donc on doit connaître le gène ici, qui est le gène de susceptibilité ou de résistance. Et ce gène-là, on va aller le modifier. On ne va modifier que celui-là. Comment est-ce qu'on fait? De nouveau, on prend notre ciseau moléculaire CRISPR, on le met dans un vecteur. Vecteur qu'on va remettre ici sur notre variété grand-beau susceptible. Et ce qui va se passer, c'est que ce vecteur, de nouveau, sur toute une série de plantes, ça ne va pas marcher, parce que ça ne marche pas tout le temps. Mais sur certaines plantes, comme ici, on va avoir une modification ici du gène de susceptibilité. On aura été sélectivement muté ce gène-là. Donc ici, on est de nouveau sur un phénomène de mutation, mais une mutation hyper sélective où on ne va modifier qu'un gène identifié au préalable et qu'on aura spécifiquement visé. Et donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a? On va de nouveau avoir notre grand-beau, mais qui lui est résistant. Comparé au croisement traditionnel, ici, ce grand-beau résistant est en tout point identique à notre grand-beau susceptible, sauf pour le gène ici de résistance au milieu. C'est une nouvelle technique, donc il n'y a pas encore énormément de variétés sur le marché, je crois qu'il n'y en a même pas encore du tout, mais il y en a plein qui sont en développement. Ici, quelques exemples. Par exemple, des champignons qui ont une meilleure conservation, qui ne vont pas brunir, et donc ça permet d'éviter le gaspillage. Des tomates qui ont une meilleure saveur. Il faut savoir, en général, les bonnes tomates, ce ne sont pas forcément les tomates les plus productives, parce que historiquement, on n'a pas sélectionné pour le goût. Simplement, on a sélectionné pour avoir des tomates productives. Ben ici, on essaie de revenir avec des tomates avec plus de goût. Des bananes qui sont résistantes aux virus, si elles sont susceptibles à certains types de virus qui menacent la production bananière, ben ici on peut les rendre résistantes. On peut avoir du blé avec moins de gluten, du café sans caféine. La caféine, pour enlever la caféine, c'est un processus extrêmement coûteux et pas forcément écologiquement très sympa. Et donc ici, on aurait des plantes naturellement sans caféine, des vignes qui sont résistantes au mildiou ou des maïs qui sont résistants à la sécheresse. Ce sont ici quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres qui sont en développement. Alors si j'essaye de résumer un petit peu ce que je viens de dire, donc on a nos quatre techniques, les croisements, la mutagénèse, la transgénèse et l'édition du génome, qui sont apparus à des moments différents. La première il y a 10 000 ans, les trois suivantes, donc les trois biotechnologies, beaucoup plus récemment sur les 100 dernières années. On va avoir pour chacune des techniques un nombre de gènes affectés qui va être différent, avec de nouveau un extrême, les croisements, forcément on remélange tout et donc on affecte tous les gènes de la plante. L'édition du génome ou la transgénèse, ici on affecte 1, 2, 3 gènes et on est hyper spécifique. Est-ce qu'on connaît les gènes qu'on affecte? Eh bien, de nouveau, croisement traditionnel et mutagénèse, pas forcément. Parce que de nouveau, on a tout recroisé, puis on a essayé de revenir à un individu qui est plus ou moins identique à notre individu de base, mais on ne sait pas forcément quelles sont les différences. La transgénèse, on sait quel gène on a inséré, mais on ne sait pas forcément où on l'a inséré.
alors que l'édition du génome, on sait exactement où et quel gène on a modifié. En termes d'années de développement, ça prend énormément de temps de développer des variétés traditionnelles. Ça prend beaucoup moins de temps ici de développer avec les nouvelles techniques 3 à 5 ans comparé à 5 à 30 ans, de nouveau dû au fait qu'on doit faire beaucoup moins de croisements pour essayer de récupérer nos traits initiaux. Dans tous les cas, les grosses firmes semencières peuvent mettre des brevets sur les nouvelles variétés, ça ne change pas pour quelle que soit la technique utilisée. En termes de tests pour la santé, de tests pour l'environnement, il n'y a pas de tests en général qui sont demandés pour accréditer des nouvelles variétés qui sont créées soit par les croisements, soit par la mutagénèse ici aléatoire, mais les tests sont demandés pour la transgénèse ou pour l'édition du génome. Est-ce qu'ils sont autorisés en Europe? Eh bien, les 2 premières techniques le sont, les 2 dernières ne le sont pas, parce que l'Europe n'est pas en faveur de l'utilisation des OGM sur son territoire, ou dans des conditions qui sont extrêmement compliquées et avec des dossiers en termes de sécurité qui sont extrêmement lourds et donc qui coûtent extrêmement cher. Et donc les firmes semencières n'essayent même pas d'autoriser des OGM en Europe. Est-ce que ce sont des processus qui existent dans la nature? Dans tous les cas, oui. Ce sont des processus qu'on a nous-mêmes détournés pour sélectionner finalement des variétés qui sont plus performantes. Alors finalement, qu'est-ce qu'on en pense des OGM? Ici, c'est une étude qui est sortie il y a quelques années, donc vous avez le lien vers l'étude ici en dessous. On a posé la question à 2 groupes de personnes, soit le public général, non scientifique, et un groupe de scientifiques. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas de manger des OGM pour votre santé? Question très spécifique. Et si on demande au public, la grande majorité du public va dire non. 60% du public va estimer que non, ce n'est pas sûr de manger des OGM. Petite précision ici, c'est une enquête qui a été faite aux États-Unis. Par contre, quand on demande aux scientifiques, est-ce que vous pensez qu'il est sain de manger des OGM? La grande majorité, même beaucoup plus ici, quasiment 90%, vont dire oui, on considère que c'est sain de manger des OGM. Comment ça se fait? Eh bien, il y a quelques années, il y a notamment une étude qui est parue, c'était une grosse méta-analyse qui a été demandée par l'Académie des sciences américaine, donc en 2016, où il y a des dizaines de scientifiques qui ont participé. Ça a pris plusieurs années pour essayer de synthétiser tout ce qu'on savait sur les OGM. De nouveau, rappelez-vous, ça existe depuis les années 90, donc on a quasiment 30 ans de recul. Et donc, ils ont remis un rapport, c'est une grosse méta-analyse, un gros rapport qui synthétise un petit peu l'état de la connaissance. Donc c'est un petit peu, vous pouvez prendre ça comme le rapport du GIEC sur le changement climatique par exemple. Et leur conclusion, ici j'ai mis verbatim un extrait du résumé de l'étude, je vais vous lire juste deux, trois parties. Ils ont estimé qu'il n'y a aucune preuve tangible d'une différence dans les risques pour la santé humaine entre les OGM et les plantes produites de manière classique. Il n'y a pas de preuve non plus liées à des problèmes environnementaux liés aux OGM, de nouveau comparés à des plantes obtenues avec des croisements. Et dans la plupart des cas, les retombées économiques sont en général favorables pour les producteurs, c'est-à-dire pour les agriculteurs. Donc le résultat de cette grosse méta-analyse de nouveau qui a été faite par l'Académie des sciences américaine, donc un organisme indépendant, a conclu que les OGM n'étaient pas mauvais pour la santé, n'étaient pas mauvais pour l'environnement, et de manière générale étaient positifs d'un point de vue économique pour les producteurs. De nouveau, vous pouvez retrouver l'étude complète ici, à l'adresse qui se trouve en dessous. Et donc là, on voit bien, il y a une différence de perception entre le public et les scientifiques par rapport aux OGM. Et donc ici, ce que j'ai voulu faire dans cette présentation, c'est simplement vous réexpliquer qu'est-ce qui se cache derrière ces différents termes, mutagénèse, transgénèse ou édition du génome. Voilà. Alors pour terminer, pour pondérer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, ne pas oublier, comme je l'ai dit au début, l'amélioration végétale, c'est une seule pièce du puzzle, c'est une pièce qui est relativement centrale, vu que c'est la plante qu'on va manger à la fin, mais on peut améliorer le système en jouant sur toute une série d'autres paramètres. On peut réduire la quantité de maladies, par exemple, en ayant plus de biodiversité au sein de nos champs. On peut diminuer la quantité d'intrants chimiques en ayant des intrants qui sont plutôt d'origine biologique. On peut aussi diminuer le labour. On peut plus difficilement changer le temps, mais par exemple s'il fait sec, on peut décider d'arroser.
On peut aussi changer la perception du consommateur et changer les attentes du consommateur par rapport aux différents produits. Donc, ici, je vous ai présenté une pièce du puzzle, et pour cette pièce du puzzle, je vous ai présenté différentes techniques. Alors, est-ce que les biotechnologies sont indispensables pour l'amélioration végétale? Non, sans doute pas. On l'a vu, avec les techniques classiques, on peut arriver aussi à des résultats. Sans doute plus lents, ça prend plus de temps, peut-être plus d'argent, mais on peut y arriver également. Est-ce que pour autant les biotechnologies ne sont pas intéressantes? Eh bien non. Les biotechnologies peuvent avoir des intérêts, notamment parce qu'elles permettent de produire plus rapidement de nouvelles variétés. Par exemple, l'exemple ici du mildiou. Le mildiou, c'est un pathogène qui va muter extrêmement vite. Et donc, on pourrait imaginer qu'on puisse recréer en fait des nouvelles variétés qui vont s'adapter aux mutations du mildiou, tout comme on crée des vaccins qui s'adaptent à la grippe chaque année. Une chose aussi qu'il faudrait garder en tête, et je vais terminer avec ça, c'est ne pas oublier qu'on est globalement maintenant dans un monde qui change, et qui change dans toute une série de directions différentes. Par exemple, ici, notre système agricole va changer également. On va avoir des conditions climatiques qui potentiellement vont être de plus en plus difficiles pour les agriculteurs, avec potentiellement de plus en plus de maladies qui vont arriver, qui vont remonter par exemple dû de nouveau au changement climatique. On essaie également de mettre de moins en moins d'intrants. On se rend compte que mettre des intrants à non plus pouvoir sur les cultures, eh bien ce n'est pas positif, et ça a toute une série de retombées négatives sur l'environnement, sur la santé humaine, et donc on essaie de diminuer les intrants. Mais diminuer les intrants, ça veut dire peut-être un contrôle plus compliqué ici de nos pathogènes, de nos insectes. On a aussi une population qui a tendance à grandir, et on va potentiellement vers des modifications aussi du système agricole. Et donc ici, qu'est-ce que je veux vous dire en vous montrant ces dias-là, c'est qu'on a un monde qui change, et donc dans ce cas-là, personnellement, je trouve que ce serait dommage de se priver de l'outil qui est l'amélioration végétale. Maintenant, de savoir exactement quel outil d'amélioration végétale on va employer, ça, c'est une décision politique. D'un point de vue scientifique, il y a toute une série d'outils qui existent, qui d'un point de vue sécurité sont équivalents. Maintenant, à voir si, d'un point de vue politique, on veut les employer. Voilà, donc c'était tout pour cette présentation. J'espère que ça a été intéressant pour vous. À bientôt.